bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. Je vous l'avais dit lorsqu'on avait reçu Omar Awadi, on avait parlé de la situation donc aux Comores. J'avais dit qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. On va le faire maintenant dans Causement Réunionnais. Bonsoir Shakila. Bonsoir mon ami, ça va ? Ça va, je vais vous laisser présenter vos deux invités. Exactement. Donc nous sommes avec un ancien journaliste, monsieur Issa Badawi, ancien journaliste de Radio Comores. Donc depuis 2015, vous êtes à La Réunion, vous allez nous parler un peu de la situation aux Comores. Et puis, nous avons notre invité qui n'est pas nouveau ici sur nos plateaux, monsieur Omar Awadi, ancien ingénieur de formation à la retraite. Quelle est la situation aux Comores ? C'était l'une des questions posées sur les thèmes de conférence que vous avez eues ce dimanche. Vous avez terminé vos débats à quel moment finalement ? Parce que est-ce que ces débats-là vont se terminer un jour de la situation politique des Comores ? Oui, je pense qu'il faudrait... je vais juste vous proposer quelque chose. On va juste rappeler que le débat fait suite à l'élection présidentielle où le président sortant, Azali, a été donc réélu, et qu'il y a contestation sur le nombre de voix qu'il a reçues, c'est-à-dire qu'on conteste le vote, on conteste la légitimité de son élection aussi. Je crois qu'on est toujours là. Vous me dites oui ou non ? C'est exact. Et que depuis, il y a une contestation qui s'est mise en place, et que ainsi à La Réunion, vous à La Réunion en tout cas, j'ai eu l'occasion de recevoir quelqu'un qui était plutôt proche d'Azali, qui disait que cette élection s'est déroulée dans les bonnes conditions, que son élection n'est pas entachée d'irrégularité. Vous, par contre, aujourd'hui, vous continuez à contester. Nous, aujourd'hui, tout d'abord, je vous remercie de nous avoir reçus ici. Nous, aujourd'hui, on continue à dire qu'il n'y a pas eu d'élection parce que nous, depuis l'indépendance des Comores, on n'a jamais eu des élections auxquelles les urnes ils sont ramassées par la police et l'armée. On n'a jamais eu des élections auxquelles les urnes ils étaient bourrées le matin avant que les opérations de vote y commencent. On n'a jamais eu des élections auxquelles personne ne sait qui a gagné, qui n'a pas gagné dans les différents bureaux de vote. D'accord. Alors, la question est sur bien ce qu'on a dit, la légitimité de son élection. Voilà, nous, on trouve qu'il s'est proclamé et qu'il n'y a pas eu de vote parce que il n'y a pas eu des urnes, les urnes, ils étaient cassées, beaucoup des urnes sont cassées. Beaucoup de bureaux de vote, c'était la police qui venait ramasser les urnes. Beaucoup de bureaux de vote, les assesseurs de l'opposition, ils n'étaient pas acceptés. Et pour toutes ces raisons-là, nous, on dit que ce n'est pas des élections qui se sont déroulées dans les bonnes conditions. Pour vous, il y a eu des irrégularités. Des irrégularités. Ils ont même été signalés par les organisations internationales qui étaient... Oui, mais l'Union africaine a quand même appelé à ce que, même si vous ne reconnaissez pas le vote, mais que ça se passe dans le calme. Ça, c'est ce qui a été dit quelques jours après l'élection. Oui, ils ont appelé... Mais je n'ai pas dit qu'ils ont reconnu le vote. Non. Ils ont dit, du bout de lèvres, ils ont demandé d'accepter aussi d'ailleurs. Oui. En fait, ils ont appelé au calme. Mais comment voulez-vous qu'il y ait le calme alors que les fraudes, ils sont flagrants. Tout le monde le voit et c'est flagrant. On peut pas être calme dans ces conditions-là. Les élections qu'on a l'habitude de voir, c'est pas les mêmes que ce qu'on a vu aujourd'hui. Moi, j'en conviens que En Afrique, il y a une tradition qui veut qu'un président au pouvoir, il n'a jamais perdu les élections qu'il a organisées lui-même.
Ça, c'est un fait. Mais ces élections-là, je vous dis, ils n'ont pas eu lieu. D'accord, mais alors quelles sont les pistes, quels sont les moyens légaux que vous avez aujourd'hui pour contester l'élection d'Azali à la présidence de l'Union des Comores? On n'a pas des moyens locaux pour contester parce que le président Azali, avant de passer à ces élections, il a verrouillé le système électoral. Il a verrouillé le système électoral, je m'explique. Il a commencé par enterrer la Cour constitutionnelle qui était le gardien des institutions, qui était l'arbitre des élections. Il a enterré la Cour constitutionnelle et il a transféré le pouvoir à la Cour suprême, une Cour suprême auquel c'est lui-même qui a désigné les juges. Donc, on se retrouve devant un système électoral verrouillé. Ce qui veut dire que la Cour suprême a validé l'élection. Voilà, la Cour suprême, il a validé l'élection et c'est la seule instance auquel on pourrait aller se plaindre. Mais on ne pouvait pas aller se plaindre puisque ce sont ces juges qu'il a nommés lui-même et que, voilà, ils étaient là pour proclamer sa réélection. Il n'y a aucun recours devant l'Union africaine, l'UA, possible? Si, il y a des recours possibles. C'est que au jour d'aujourd'hui, nous, on manifeste, mais on sait très bien que les manifestations, être dans la rue, ça ne suffit pas. À côté, en parallèle, il y a des actions qui sont en train de se préparer. Je pense qu'y compris ça, aller voir les organisations internationales pour porter plainte sur ce qui s'est passé aux Comores. Alors, depuis que j'ai reçu donc Omar à Ouadi, qu'est-ce qui s'est mis en place? Comment ça a avancé? Ça a beaucoup avancé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Bonjour et merci beaucoup encore une fois de nous recevoir. Les choses avancent trop vite avec ces événements politiques aux Comores. Tout ce qu'on vient de dire, donc on a donc défini le fait qu'on vit dans une situation dictatoriale et ça tout le monde commence à l'accepter et c'est ce qui avance de plus en plus comme le pays est carrément phagocyté, enfermé, on peut rien dire là-bas de peur d'aller en prison. Tout se passe par la média, par la diaspora et de la diaspora s'organise de plus en plus et tous les dimanches les gens se retrouvent et il y a des manifestations qui n'ont jamais eu en France, même pour d'autres communautés. On reconnaît aujourd'hui qu'aucune des communautés africaines n'a pu se réunir autant de monde dans la ville de Marseille et de Paris, sur la place de la République. Donc, de plus en plus, les choses s'organisent, se structurent et il y a une nouvelle jeunesse qui renaît et qui prend les choses en main et qui essaie d'un peu d'écarter tous les politiciens d'hier pour que demain, on puisse amener quelque chose de très nouveau. C'est ça ce qui est nouveau et qui est vraiment agréable à voir. Vous parliez tout à l'heure des personnes qui ont été emprisonnées. On a eu des images assez violentes, même horribles, de jeunes emprisonnés aux Comores. Comment vous avez justement pris ces informations et comment vous avez réagi? Parce qu'on a vu que les représentants de la manifestation ont fait des directs sur Facebook pour dénoncer la situation qui se passe dans les prisons. Mais toutes les actions qui se passent actuellement aux Comores, en particulier les jeunes emprisonnés et les militaires tués, et même un civil tué, ont fait que de plus en plus on ne peut pas ne pas définir une situation de dictature. Hein, les familles sont en deuil, les gens sont complètement déstabilisés, on se demande comment faire. Nous avons eu en plus le cyclone qui est venu arriver renforcer encore les choses et à un moment où les Comoriens de la diaspora étaient en train de s'organiser pour se dire on n'envoie plus rien aux Comores. Vous savez que la diaspora envoie un peu plus, si peut-être égal au budget comorien.
le budget des Comores, la diaspora envoie autant. C'est eux qui financent les routes. Ceux qui financent les routes, qui financent les foyers, les qui financent écoles, les mosquées, qui financent les écoles. Et donc, il y avait une dynamique organisationnelle en France pour qu'on arrête un peu, on ferme les robinets pour pas envoyer quelque chose aux Comores, que Azali se rende compte qu'on est important dans le pays. Arrive le cyclone qui déstabilise un petit peu. Est-ce qu'on ne peut pas dire quelque part que la diaspora, finalement, a participé à cette situation, le fait que ça se dégrade de manière politique, parce que, final, le gouvernement n'a jamais fait son rôle, n'a jamais pris son rôle en main et construit les routes et pris soin de la population, mais ça a toujours été la diaspora. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui est mis en lumière, un président qui tout est permis, qui peut mettre n'importe qui en prison dès qu'il a envie. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la diaspora a contribué à ce que cette situation se détériore? Oui, vous parlez, je vois, vous venez venir, vous parlez de la notion d'assistanat que la diaspora a toujours entretenu depuis l'indépendance, depuis les années 80, 60, je te rappelle que l'indépendance, c'est en 1974, 75, juin 75, juillet 75, l'indépendance des Comores. Et donc, ça a amplifié le besoin d'assistanat. Puisque les États comoriens n'ont jamais été à la hauteur des besoins des simples petites familles comoriennes. Donc ça inscrit l'assistanat qui a pris de l'ampleur, effectivement. Et ce sont les familles comoriennes qui sont en France, qui organisent des soirées dansantes, des cérémonies religieuses pour collecter plein d'argent et envoyer aux Comores. Et c'est vrai que ça a joué un peu l'effet malheureusement inverse qui fait que l'État s'est un peu dédouané de toutes ses missions, de tous ses devoirs envers les Comores. Et de plus en plus, ça se fait comme ça. Mais je ne pense pas qu'il y a lieu d'incriminer la diaspora. On est tous des êtres humains. On est tous des êtres humains. Je ne peux pas laisser être en France, avoir ma grand-mère, ma tante, mon oncle, là, avec un AVC, avec une maladie où il doit régulièrement prendre ses médicaments, ne pas lui envoyer les médicaments qu'il ne peut pas trouver à la pharmacie, ne pas lui envoyer un peu d'argent pour vivre. Donc, c'est vrai, ça crée un système. Et que ces systèmes-là, les pouvoirs comoriens, depuis l'indépendance, en usent. Il y a une chose quand même, qui est récurrent pour le pouvoir, c'est aussi les ficelles tirées de l'extérieur. Qui tire les ficelles à l'extérieur aujourd'hui? Qui soutient Azali de l'extérieur? L'Arabie Saoudite? Je pense que ça va de soi que l'Arabie Saoudite, il soutient Azali. Mais ce soutien, nous, le peuple comorien, on comprend très bien que là-dedans, il y a de l'hypocrisie. C'est-à-dire? Oui, il y a de l'hypocrisie. Je veux dire que d'abord, ça passe par des relations diplomatiques et la diplomatie comorienne, elle est malade. Je ne peux pas vous dire. La diplomatie comorienne, elle est malade. Je vais donner un seul exemple, tout petit exemple. C'est que Azali, quand il est arrivé au pouvoir, il a expulsé les Qataris pour soutenir l'Arabie Saoudite. D'accord, c'est ce que vous voulez de toute façon, voilà. l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, pour rendre l'ascenseur à Azali, il a décidé de donner le visa des Mahorais pour la Mecque. C'est une histoire de reconnaître que Mayotte est français. Donc là, c'est des relations diplomatiques mais malades. Et au fond, il y a une hypocrisie et pour l'un et pour l'autre, les deux pays. Et aujourd'hui, est-ce que ce pétrole
qui se situe dans le canal du Mozambique, entre les Comores et la Tanzanie, est-ce que ça ajoute l'huile sur le feu aussi, il y a aussi une chose, c'est que aujourd'hui, les Comores peuvent avoir des moyens plus qu'avant pour pouvoir se développer. Est-ce que ça donne des ailes au gouvernement en place? Je veux dire qu'ils vont pouvoir négocier. Ce pétrole intéresse également l'Arabie Saoudite, ce qui est normal. C'est sûr. Pas seulement. Il y a aussi la Chine, les États-Unis, tout le monde. Il y a beaucoup des pays, il y a beaucoup des États qui sont sur l'affaire, mais au final, on ne sait pas encore qui c'est qui va l'emporter. Ce que nous, on sait. On sait que ce que vous avez dit est réel, c'est que Azali, il est en train de vendre le pétrole avant qu'il soit foré. Qu'il soit foré, voilà. Donc, ça en fait partie de cette bras de fer qu'il veut se maintenir au pouvoir jusqu'à l'extrait du pétrole. Je vais pas faire de la géopolitique, mais il y a quand même une chose qui est vraie, c'est cette guerre au Yémen, où l'Arabie Saoudite derrière achète des armes à la France pour pouvoir soutenir le gouvernement yéménite en place. Il y a quand même une réalité, c'est que cette bataille au sein même de l'India-Océanie, et je parle du bassin de l'océan Indien, il y a de vrais rapports de force qui sont en train de se construire. La Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite, il y a la France qui est également là. On a comme elle vient de dire Shakila, les Américains, les Russes. Les Russes aussi. Les Russes aussi sont présents. Ça, on est en train de se demander si cette zone, qui est une zone de paix depuis un moment, si on accepte les Chagos, c'est en train de monter un petit peu en grade. Juste un petit peu en guêpe, je veux dire, juste pour rappeler la bataille qui se joue sur la 115e île des Seychelles, l'Assomption, où l'Inde avait déjà reçu l'aval pour faire une base militaire, où la Chine s'oppose, ça crée du désordre aux Seychelles. On voit quand même qu'il y a au sein même de cette zone de l'océan Indien beaucoup d'ambition. Qu'est-ce que vous pensez? Quelles seront les conséquences justement de ces batailles? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos manifestations et vos revendications? Qu'est-ce que vous pouvez apporter au peuple comorien? Moi, je pense que concernant notre père, puisque c'est notre père, celui qui nous a colonisés pendant des années et qui reste le plus fort aux Comores, donc je parle de la France, je pense que la France a l'habitude de ne pas réagir dans des situations d'un pays politique tant que ces choses-là ne débordent pas. Dans l'histoire on l'a vu avec à plusieurs reprises. À plusieurs reprises dans les pays africains. Donc je pense que d'ici quelques temps, peut-être un mois ou deux, la France n'aura pas le choix. À force d'avoir une grande manifestation des Comoriens, de la diaspora, c'est pas seulement en France, même en Afrique, au Sénégal et partout, il y a une dynamique extraordinaire de la société comorienne, de l'extérieur. Donc, un jour ou l'autre, il va se rendre compte que là, il faut que je fasse quelque chose. Et de ce quelque chose-là, bien sûr, ça va se négocier de telle sorte que ceux parce que tout le monde se pose, et alors, après l'Azali, qui va venir? Tout le monde nous pose ces questions-là. Mais vous voulez enlever Paul pour déshabiller Paul pour habiller Henri, alors c'est quoi? Donc, ces choses-là Aujourd'hui, la diaspora comorienne extérieure, bien sûr, la diaspora comorienne compte sur la France, justement, pour que soit rétabli aux Comores, ne serait-ce qu'un peu de démocratie et de liberté, c'est ça? Oui, il y a même un rendez-vous qui a été donné par l'Union européenne. Il y a une délégation qui est partie en Belgique, à Bruxelles, pour voir l'Union européenne, et qu'un rendez-vous a été fixé pour en parler. Pour parler de la situation et vous montrer l'ampleur des dégâts et les lendemains qu'on risque d'avoir si cette politique persiste.
Mais vous êtes associé à quelque chose, je vais dire un souci, pas un souci, mais à une réalité, c'est-à-dire que les Comores est un État islamique également, et la présence de l'Arabie Saoudite a toujours été aussi, l'Arabie Saoudite a toujours été là. Comment faire pour jongler entre un pays qui a été colonisatrice, la France, et un pays qui a toujours été en soutien, l'Arabie Saoudite? Comment vous allez essayer de trouver un équilibre à ça? Sans faire la politique d'un président qui est parti, qui n'est pas là, qui se trouve en prison, mais Sambi, quand il était là, il avait réussi à réunir tous ces pays. À mettre tout le monde d'accord autour de... À mettre tout le monde d'accord Ouais. autour de ça. Les pays musulmans, il n'y avait pas que l'Arabie Saoudite. Il y avait le Koweït, il y avait tant d'autres pays, il y avait l'Iran, il y avait tous ce sont des pays musulmans. Est-ce qu'il faut revenir à Sambi? Est-ce qu'il faut faire en sorte que vous, dans votre manifestation, parce qu'on peut dire que ça, c'est politique, est-ce qu'on pourrait dire que l'idée est de faire revenir Sambi? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, moi je ne pense pas que Sambi reviendrait. Je ne pense pas que c'est pour faire revenir Sambi. Pour le moment, le mouvement, c'est un mouvement qui, au début, c'est vrai que c'est l'opposition qui avait commencé, mais c'est devenu le mouvement du peuple comorien. Justement, on parle de peuple, oui. Mais dans toutes les analyses qui sont faites, que ce soit à la télé ou ailleurs, on parle plus des présidents, on parle plus de leur magouille, mais le peuple comorien, qui va vraiment protéger le peuple comorien? Est-ce que c'est à travers vos manifestations? La société civile est en train de travailler. Parce que au jour d'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'enlever Azali et de mettre un deuxième Azali. Nous, la société civile, ce qu'on veut, c'est le changement du système au complet. C'est-à-dire, vous voulez une constitution, vous voulez de l'Assemblée, vous voulez une structure institutionnelle qui permet de valider la démocratie? C'est exact, parce que nous nous battons pour la démocratie. Et comme nous nous battons pour la démocratie, on sait très bien que l'opposition, il est là. On ne va pas demain dire Azali il est parti, bon, on va prendre un de l'opposition pour mettre en place, parce que ça reviendra au même. On se mettra autour d'une table, la société civile, il va trouver la solution. Je peux pas vous... Il faut mettre des garde-fous en tout cas. Oui. Je pense que oui, mais cette question-là, il est revenu plusieurs fois. Vous allez faire comment après? Maintenant, c'est sûr que le pendant, c'est ce qu'on est en train de faire, parce que nous, on manifeste, on veut que la démocratie y revienne. Mais en même temps, on se prépare pour l'après. Parce que l'après, c'est ça qui est toujours difficile quand il y a une dictature. Parce que quand le dictateur il est parti, on a toujours du mal à se retrouver. Mais vous savez très bien qu'on ne s'est pas préparé à ça. Parce que nous, on s'attendait à ça. Nous, on s'attendait à quoi? Est-ce que vous avez un leader aujourd'hui qui pourrait mener cette contestation ou pas? Ou est-ce que vous avez un groupe d'intellectuels et de politiques qui peuvent faire la transition? Nous avons un comité de coordination qui est composé des têtes pensantes des Comores qui vont faire la transition pour arriver à des élections dignes du nom. Mais vous avez des relations avec les correspondants à Marseille, à Paris? Oui. On a des directives, on a des informations. Le comité national de coordination, nous sommes représentés par 5 personnes. Donc, on est en contact avec Paris, Marseille, tout ce qui se passe, on est au courant. Les derniers événements qui ont eu lieu dans la manifestation à Paris et à Marseille ont été très contestés par des Comoriens. La représentation du cercueil. Oui. Vous en dites quoi? La représentation du cercueil... Là, c'est un point de vue religieux qu'on conteste. Hein. Oui. Parce que la symbolique n'est pas le bon. N'est pas la bonne. Non. Moi, je pense que je ne vais pas rentrer dans une théologie. Ce qu'il faut souligner seulement, c'est que monsieur Azali et sa bande amplifient cette situation qui n'est pas pour une toute première fois, qui a déjà été dans tous les mandats précédents. Pour vous, c'est une tempête dans un verre d'eau.
Non. Tu tapais dans un verre d'eau et c'est une symbole. C'est pas plus grave que les militaires et les civils qui ont été tués. Pour rien. Je vous pose une dernière question parce qu'on a déjà dépassé le temps. C'est qu'est-ce que vous allez faire vous allez continuer de vous regrouper, de vous voir. On en profite là justement pour faire l'appel de dimanche. On fait la manifestation à la place des droits de l'homme comme d'habitude. Pourquoi il faut continuer à venir le théâtre des Champfleuries. Pourquoi il faut continuer à venir dans les manifestations? Parce qu'on veut pérenniser notre action et montrer que... Parce que Azali compte sur la durée pour que les gens se fatiguent, se découragent. Je voudrais souligner encore quelque chose, c'est que Azali, il a libéré des prisonniers. On pense que ça fait partie des résultats que nous attendions. Quand on manifeste, on demande la libération de tous les prisonniers. Au jour d'aujourd'hui, il en a libéré quelques-uns, mais pour nous, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Par rapport au nombre de prisonniers qu'il est en train de détenir arbitrairement sans suite judiciaire, nous on trouve que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Des prisonniers référents. Donc on n'a pas à le remercier. On félicite tout simplement les personnes qui ont retrouvé leur liberté ainsi que leurs familles. Mais son geste d'apaisement, c'est pas celle-là qu'on attend. D'accord. Merci à vous, messieurs. On a déjà dépassé d'une minute 30 déjà. Merci donc pour ce point sur la situation aux Comores. On vous reverra bien sûr sur ce plateau. On verra également aussi les pros Azali, s'ils veulent s'exprimer sur ce plateau, dire eux ce qu'ils pensent de ce qui se passe. On aura l'occasion donc de revenir sur la situation aux Comores. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal.